Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Proj. On va aborder aujourd'hui le cours de la malnutrition de l'enfant. Alors, il faut savoir que c'est un cours qui est très facile, mais qui contient certaines classifications qu'il faut comprendre, comme la classification de Gomez, ou certains étudiants ne comprennent pas cette classification, qui est hyper tombable en QCM pour le calcul. Donc, ce cours contient un peu de calcul si vous voulez. C'est une règle simple à appliquer, d'accord, pour savoir le déficit pondéral. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, abonnez à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Vous trouverez le lien dans mon Instagram et dans la page médicale dans la boîte d'infos. C'est parti. Alors, comme définition, donc on commence par la définition de la nutrition pour comprendre la dénutrition. Donc la nutrition, c'est quoi? Donc la nutrition, bien sûr, elle consiste à fournir aux cellules l'énergie et les nutriments suffisants. D'accord, c'est ça la nutrition, en termes de quantité, de mélange et au moment voulu. D'accord, c'est-à-dire en temps de quantité et de qualité. D'accord, donc l'apport doit être riche en protéines, en glucides et en lipides, d'accord, afin de le permettre d'effectuer leurs fonctions physiologiques, les fonctions des différentes cellules, croissance, reproduction, défense et réparation. D'accord, donc les cellules ont besoin de ces nutriments pour fournir l'énergie, et cette énergie elle est indispensable pour faire les différentes fonctions de ces cellules. Bien sûr, ça nous conduit à définir la malnutrition. Donc la malnutrition, c'est quoi? C'est tout simplement un état pathologique, bien sûr, c'est pas du tout normal, donc résulte d'une inadéquation entre les besoins et les apports protéo-énergétiques. C'est-à-dire les besoins sont supérieurs aux apports, c'est-à-dire les apports ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins, que ce soit en protéines, que ce soit en énergie, que ce soit en micronutriments. C'est quoi les micronutriments? C'est pratiquement les vitamines, d'accord? C'est pratiquement les vitamines et même certains ions, on va les voir. Très bien. Alors, les types de la malnutrition, il faut savoir qu'il y a deux types de malnutrition. La malnutrition MPE, c'est-à-dire protéo-énergétique, c'est-à-dire que le déficit porte principalement sur les protéines et même l'énergie. Et on a la malnutrition en ce qui concerne les micronutriments, c'est-à-dire essentiellement vitaminiques. D'accord? Très bien. Alors, l'OMS définit la malnutrition comme une carence ou un excès ou un déséquilibre. Donc, l'OMS prend la malnutrition comme un déséquilibre seulement de l'apport énergétique, que ce soit protéique et ou nutritif. Maintenant, la malnutrition, il y a deux types. D'accord? Il y a la dénutrition où les apports ne sont pas suffisants à couvrir les besoins. D'accord? Donc, c'est une ration alimentaire continuellement insuffisante par rapport aux besoins énergétiques. D'accord? Et la dénutrition va conduire avec le temps à une perte du poids corporel. Donc le nourrisson ne va pas prendre le poids comme les autres nourrissons qui sont bien nutris. Et bien sûr, on a la surnutrition. Ce qui est rare, c'est l'augmentation des apports par rapport aux besoins. C'est-à-dire les apports sont supérieurs aux besoins, c'est-à-dire tous les apports qui ne sont pas nécessaires pour les besoins sont stockés en lipides, etc., en masse graisseuse, ce qui va nous conduire à une surcharge pondérale et ou obésité dans certains cas. D'accord? Très bien. Nous, principalement, bien sûr, vous avez remarqué qu'on va parler dans cette vidéo de la dénutrition principalement. Bien sûr, la malnutrition protéo-énergétique commence avec le premier type. Donc, bien sûr, vous voyez cette photo qui représente des enfants qui sont atteints du kwashiorkor, d'accord, kwashiorkor. Donc, on va expliquer cette pathologie. Donc, la dénutrition est un pathologique de déficit en énergie, en protéines ou autres nutriments, produisant un changement mesurable des fonctions corporelles, puis la composition corporelle. D'accord? Et on a expliqué que la dénutrition, elle peut s'intéresser aux protéines et en énergie, elle peut s'intéresser en micronutriments. Bien sûr, la malnutrition, là, si on suit l'OMS, c'est plus correctement la dénutrition. D'accord? On ne parle plus de la surnutrition ou la surcharge en apport. Donc, la dénutrition, on a la dénutrition chronique qui va s'accompagner d'un retard de croissance, tout simplement. Un retard de croissance, par exemple, en ce qui concerne la taille, en ce qui concerne le périmètre crânien, etc.
Et on a la malnutrition aiguë, ce qui va causer un amaigrissement. D'accord? Tout simplement une perte pondérale. D'accord? Sachez que le poids, c'est le premier paramètre qui est touché. C'est logique. Et quand la dénutrition devient chronique, les autres paramètres seront touchés, notamment la taille, notamment le périmètre crânien. D'accord? Donc vous comprenez que généralement le premier paramètre qui est touché, c'est le poids. Il n'y a pas une gaine pondérale dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on aura un déficit pondéral. C'est-à-dire, au lieu par exemple que l'enfant de son âge pèse 10 kg, il pèse par exemple 7 kg. Donc là, c'est un déficit pondéral de 3 kg. Donc, pourquoi dépister la dénutrition de l'enfant? Bien sûr, l'intérêt et le nombre de personnes sous-alimentées dans le monde se rapprochent de milliards. Donc, vous voyez que c'est un nombre énorme. Et bien sûr, la dénutrition représente un problème de santé publique, surtout en Afrique. Elle représente bien sûr un problème public, surtout en Afrique. Les autres continents n'ont pas généralement ce problème. C'est surtout en Afrique qu'il y a ce problème de dénutrition. Très bien. Donc, pour la physiopathologie, donc là, vous comprenez bien que toute dénutrition, sachez que c'est pas toute dénutrition. Il y a deux types. Il y a le kwashiorkor et le marasme. Mais c'est surtout dans le kwashiorkor qu'il y a une perte, c'est pas une perte de protéines, il y a un déficit en protéines. C'est-à-dire les apports ne sont pas suffisants pour apporter toutes les protéines qui sont nécessaires et donc on aura une diminution des protéines. Et qui dit diminution des protéines, c'est-à-dire diminution de la synthèse des protéines par le foie et donc une hypoalbuminémie. D'accord? Une hypoalbuminémie et diminution bien sûr de la synthèse enzymatique. Donc on aura tout ce qui intéresse la malabsorption intestinale, les diarrhées chroniques, d'accord? Et bien sûr, la dénutrition va affaiblir notre système immunitaire et donc on aura un potentiel immunitaire. Ces enfants ont un risque infectieux plus grand, très très multiplié par rapport aux enfants qui sont bien nutris. D'accord? D'accord, très bien. Donc la nutrition, elle doit fournir tous les éléments qui sont indispensables au fonctionnement des cellules immunitaires et même aux fabrications des différentes immunoglobulines. Très bien. Tant qu'on a une hypoalbuminémie dans le kwashiorkor, logiquement on aura des œdèmes. D'accord? Donc logiquement on aura des œdèmes parce que la pression oncotique diminue et donc l'eau va fuir. Donc généralement on a un déficit dans les masses musculaires et graisseuses, c'est logique parce que tant que le corps est dénutri, il va arracher les protéines et il va utiliser dans un premier temps la graisse et quand la graisse se termine, il va arracher les protéines des muscles. Et donc on aura déficit à la fois des masses musculaires et graisseuses et bien sûr suite à l'œdème, on aura une augmentation de l'eau totale et une diminution du capital de potassium. D'accord? Très bien. Là, l'augmentation du capital de Na+, l'explication que je trouve la plus logique, c'est la stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone suite à l'hypovolémie. Parce que l'eau va fuir du vaisseau vers l'espace interstitiel, ce qui va causer l'œdème suite à cette hypoprotédémie. Et donc, on aura une hypovolémie, et cette hypovolémie va stimuler le système rénine-angiotensine-aldostérone. Qui va faire quoi? Il va réabsorber le Na+, avec l'eau bien sûr, donc l'eau suit les mouvements de Na+, et donc il va jeter dans le... c'est la partie que les étudiants oublient, c'est que le système rénine-angiotensine-aldostérone, il réabsorbe le Na+, mais il jette dans les urines le potassium et le H+. D'accord? C'est pour ça que quand il jette le potassium dans le sang, on aura une diminution du capital K+. C'est pour ça dans le traitement de la supplémentation, vous remarquez qu'on doit supplémenter absolument en potassium. Bien sûr, autre perturbation, donc système hématopoïétique, bien sûr, suite à la dénutrition, on aura une carence en fer, en acide folique et en vitamines, ce qui va conduire à l'installation de l'anémie. On aura une fonction rénale qui est diminuée, donc les capacités d'excrétion et de concentration qui sont diminuées. On aura la réduction du débit cardiaque,
c'est logique, suite à cette hypovolémie, le tractus, et même sans hypovolémie, les cellules ont besoin d'énergie pour se contracter. Tant qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de contraction qui se fait le plus normalement possible, et donc on aura une diminution du débit cardiaque. Et bien sûr, le tractus digestif, il n'y aura plus d'énergie pour faire la motilité de l'intestin et la contraction, donc ralentissement de la motilité, et bien sûr, toute stase de quelque chose dans l'intestin va conduire à l'installation de cette pollution bactérienne, c'est-à-dire l'infection par des bactéries. Bien sûr, la malnutrition en micronutriments, le deuxième titre, c'est-à-dire le deuxième type de malnutrition, c'est la malnutrition en micronutriments. Et je vous ai dit que les micronutriments, c'est pratiquement les vitamines, que ce soit A, que ce soit D, zinc, fer, iode. Donc vous voyez, ce sont des micronutriments. Donc tout ce qui concerne les protéines, les glucides, les lipides, c'est une chose. Et tout ce qui concerne ces micronutriments, c'est la malnutrition en micronutriments. Alors, comment dépister la dénutrition? C'est tout simplement par les indicateurs qui indiquent l'état de nutrition de l'enfant ou du nourrisson. Bien sûr, les indicateurs anthropométriques, c'est tout simplement le poids, la taille, périmètre crânien, l'IMC, poids sur taille, mesure du rapport périmètre brachial sur périmètre crânien. Tout cela, c'est des paramètres pour mesurer PB, c'est périmètre brachial, pardon. C'est pour mesurer l'état nutritionnel de l'enfant. Par la clinique aussi, bien sûr, la clinique, elle est très importante pour dépister un trouble de nutrition, par les œdèmes, les phanères, les conjonctifs, etc. La biologie sang, urine et cheveux. Mais il faut savoir que le diagnostic de la malnutrition protéo-énergétique, il est principalement clinique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin vraiment des examens complémentaires pour dépister ces malnutritions protéo-énergétiques. Par contre, ces examens complémentaires sont utiles dans le suivi des situations, bien sûr, c'est par ionogramme, par le dosage des protéines dans le sang, c'est-à-dire pour le suivi de l'état pathologique, et bien sûr, rechercher des déficits spécifiques, comme par exemple le déficit en fer, le déficit en vitamine D. On peut mesurer ces paramètres pour confirmer le déficit et supplémenter l'enfant. Et bien sûr, les examens complémentaires prennent une place à la recherche étiologique, c'est-à-dire la recherche de cette malnutrition, elle est en rapport avec quoi? Soit elle est en rapport avec un déficit d'apport, d'accord? C'est le cas le plus fréquent dans les pays africains pauvres, soit elle est en rapport avec une maladie quelconque, d'accord? Maladie cœliaque, ou défaut d'absorption. Donc cette malnutrition peut avoir plusieurs étiologies. Bien sûr, comment classer la dénutrition? C'est l'élément le plus important dans notre cours, c'est la planche la plus importante dans notre cours, c'est la classification de Gomez. D'accord? C'est la classification de Gomez. Alors, comment utiliser la classification de Gomez? Il faut savoir qu'il vous donne dans le QCM, donc c'est simple. Dans le QCM, il vous donne le poids de l'enfant ou du nourrisson. Disons par exemple 8 kg. Il vous donne aussi le poids attendu, d'accord? Concentrez-vous très bien. Il vous donne le poids attendu pour son âge. C'est-à-dire, ils ont fait une étude des enfants qui sont normaux, des enfants qui sont normaux, qui ne présentent pas une dénutrition. Ils ont calculé la médiane de leur poids, c'est-à-dire à peu près, ils ont fait les poids de ces enfants qui sont normaux et ils ont défini le poids médiane de ces enfants. D'accord? Le poids, c'est-à-dire le poids à peu près, de façon médiane, de ces enfants de cet âge. Ils ont fait tous les âges. Maintenant, ils vous donnent le poids de l'enfant et son âge. Et ils vous donnent le poids médiane de référence de son même âge. D'accord? Ce poids médiane, il change en fonction de l'âge de l'enfant. D'accord? Disons par exemple que le poids médiane d'un enfant de, je sais pas, de 3 ans, il est à peu près de 10 kg. Voilà, 100 kg par exemple, c'est pratiquement... il vous donne par exemple le poids de l'enfant qui est suspect de malnutrition, il est de 6 kg. D'accord? Donc cet enfant présente un déficit pondéral. Alors comment utiliser cette classification? Il faut diviser le poids de l'enfant sur le poids médian pour son âge.
vous obtenez 0, ça c'est clair. Vous allez obtenir 0, parce que c'est un déficit. Vous pouvez pas, il ne vous donne pas un poids de l'enfant supérieur au poids médian. C'est pas logique. Il vous donne des cas où il y a un déficit. Donc sûrement, le poids de l'enfant sera inférieur au poids présenté, poids médian. Donc, vous allez sûrement obtenir un 0, d'accord? Disons que vous avez obtenu un 0,4, d'accord? Un 0, disons 0,6, d'accord? 0,6. Vous le multipliez par 100 pour avoir un pourcentage. 0,6 fois 100, c'est 60%, d'accord? Donc cet enfant présente 60% du poids attendu pour son âge. J'espère que c'est clair. Donc son déficit pondéral, c'est de l'ordre de quoi? C'est de l'ordre de 40%. J'espère que c'est clair. Le chiffre que vous obtenez après le calcul, ce n'est pas le déficit. Vous le multipliez par 100 pour avoir le pourcentage, c'est 60%. Et bien sûr, 100% moins 60, c'est 40%. Donc son déficit est de 40%. Un autre exemple, disons par exemple qu'après le calcul, vous avez trouvé 0,8. Donc vous la multipliez par 100, c'est 80%. Donc cet enfant présente 80% de son poids par rapport à l'âge. Et donc son déficit est de l'ordre de 20%. À partir de ce déficit, vous pouvez classer votre enfant. Si le déficit est entre 10 et 25, donc ignorez ce qui nous intéresse, c'est le déficit. Si le déficit est entre 10 et 25, là c'est une malnutrition qui est légère, ce qu'on appelle le stade 1 de Gomez. Si le déficit est entre 26 et 40, c'est le stade 2 de Gomez. Si le déficit est supérieur à 40, c'est le stade 3 de Gomez où la malnutrition est sévère. D'accord? C'est ça la classification de Gomez. Donc, on comprend que la classification de Gomez, elle est en rapport avec le poids et par rapport à l'âge. Très bien. Il y a une autre classification qu'on appelle la classification de Wellcome. Cette classification prend en compte le déficit et en même temps la présence ou l'absence d'œdème. Et elle divise les dénutritions en plusieurs types. On a le kwashiorkor, on a le marasme et on a le kwashiorkor marastique. D'accord? Vous comprenez bien, le kwashiorkor c'est quoi? C'est un déficit. Je suis obligée de vous définir les pathologies dès maintenant pour que vous compreniez ce tableau. Le kwashiorkor c'est un déficit qui porte essentiellement sur les protéines. C'est-à-dire, si vous devez le définir, c'est une diminution sévère des protéines qui se trouvent au niveau du sang. D'accord? Généralement, ce déficit, il s'accompagne avec un déficit pondéral qui est de l'ordre de 20 à 40. Il ne dépasse pas les 40%, le déficit. Mais, quand on a une diminution des protéines, ça se dit qu'il y a des œdèmes. Donc, il se manifeste par des œdèmes. D'accord? Donc, il faut différencier kwashiorkor et marasme et kwashiorkor marastique, c'est les pathologies. Donc, le déficit pondéral et les œdèmes, c'est les signes. D'accord? Pour vous comprendre de façon très simple. Kwashiorkor est une pathologie qui va se manifester par plusieurs signes. Les signes les plus fréquents, c'est l'œdème et le déficit pondéral qui ne dépasse jamais les 40%. Maintenant, si le déficit il ne dépasse pas les 40%, il n'y a pas des œdèmes, donc c'est tout simplement une sous-nutrition. Donc c'est certes une sous-nutrition, mais elle n'est pas pathologique au point de les appeler kwashiorkor ou kwashiorkor marastique ou le marasme. D'accord? Très bien. Maintenant, le marasme, c'est quoi? C'est une perte qui portera essentiellement sur le processus énergique, sur l'énergie. Tant que ça concerne l'énergie, ça ne concerne pas pratiquement les protéines beaucoup plus, il n'y a pas les œdèmes. Donc, absence d'œdème. Tant que là, le déficit pondéral, il est supérieur à 40%. D'accord? La porte pondérale, le poids, le déficit pondéral est supérieur à 40%. Parce que logiquement, la gaine pondérale chez l'enfant, c'est quoi? C'est la division des cellules. Il grandit, c'est-à-dire ces cellules sont en train de se diviser pour qu'il gagne du poids. Ces organes sont en train de perdre plus de poids, de prendre plus de poids. Tout prend de poids avec la multiplication des cellules.
Donc, il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas cette multiplication de cellules. Et donc, il va perdre du poids. D'accord? Il n'y a pas d'œdème. J'espère que c'est clair. Maintenant, le kwashiorkor marastique, il associe les caractéristiques du kwashiorkor et les caractéristiques du marasme. C'est-à-dire à la fois une perte protéique et à la fois une perte énergétique. Ça se dit quand on va retrouver les deux signes, c'est-à-dire la présence des œdèmes et le déficit qui aura supérieur à 40%. J'espère que c'est clair. Maintenant, pour les examens complémentaires impératifs qu'il faut absolument les demander, pas pour confirmer, un point très important, pas pour confirmer la malnutrition protéo-énergétique. On a dit que le diagnostic est clinique, mais pour avoir un petit peu, un peu à peu près les chiffres, c'est-à-dire cet enfant, il a combien d'hémoglobine par exemple? Est-ce qu'il a une anémie? Est-ce qu'il n'a pas une anémie? Est-ce qu'il y a un déficit en fer? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit en fer? Quel est le déficit en protéines? Quel est le déficit en albumine? شحال راهي la glycémie تاعو, le bilan lipidique, ionogramme, le Na+ تاعو شحال راهو, le potassium شحال راهو, pour savoir comment le supplémenter. Mais c'est pas des examens pour confirmer la malnutrition protéo-énergétique, d'accord? Et un bilan infectieux si bien sûr on suspecte un processus infectieux qui se déroule. Bien sûr, on commence par le marasme, on a tout défini, parce que j'étais obligée de définir dans ce tableau pour vous comprenez. Il atteint généralement un nourrisson de 6 à 18 mois. On a dit que c'est une perte d'énergie, il va s'accompagner d'une émaciation extrême, donc c'est une fente des muscles et le tissu adipeux. Tant qu'on a un déficit en énergie, le corps va essayer d'utiliser la graisse comme source d'énergie. Et d'utiliser même après la graisse, après que la graisse se termine, il va bouffer l'énergie des muscles. D'accord? Donc, notez qu'il y a une fente des muscles et du tissu adipeux. Quand vous comprenez la physiopathologie, tout devient logique. D'accord? On aura une conservation de l'appétit. Retenez ces caractéristiques du marasme parce que généralement le marasme est le contraire du kwashiorkor. On a dit que absence d'œdème dans le marasme, présence d'œdème dans le kwashiorkor. Il y a par exemple conservation de l'appétit dans le marasme, perte d'appétit dans le kwashiorkor, etc. Maintenant, notez que le déficit pondéral est supérieur à 40%, pardon. Il n'y a pas d'œdème généralement. Les côtes qui sont saillantes tout simplement parce qu'il y a une perte pondérale très importante, donc l'os va devenir visible. On peut même retrouver une hypotension, bradycardie, hypothermie, des troubles digestifs comme diarrhée et vomissement. D'accord? Et en ce qui concerne la biologie, on peut retrouver une anémie, tout ce qui accompagne la dénutrition. Donc voici le marasme. Comprenez qu'il n'y a pas des œdèmes. Maintenant, on va attaquer le kwashiorkor. Donc, le kwashiorkor, c'est tout simplement une perte qui intéresse beaucoup plus les protéines. D'accord? Qui intéresse beaucoup plus les protéines. Et donc, l'âge de survenue entre 10 et 24 mois, on aura des œdèmes. Plus. Donc, vous voyez, kwashiorkor s'accompagne pratiquement des œdèmes parce qu'il y a diminution de la pression oncotique et donc logiquement fuite du sang vers l'espace interstitiel. Ça n'empêche pas qu'il y a une amyotrophie parce que logiquement une perte de protéines et vous savez que les muscles sont composés pratiquement de protéines. Il n'y a pas de synthèse de cellules musculaires et de la masse musculaire, donc logiquement on aura une amyotrophie. On peut avoir une trouble de comportement mais surtout l'anorexie. On a dit que dans le marasme, il y aura conservation de l'appétit. Là, on aura une anorexie. Et même des signes cutanés en rapport peut-être avec le déficit en certaines vitamines, d'accord, et l'hypothermie. Voici kwashiorkor. Donc, vous comprenez les œdèmes. Voici les œdèmes, d'accord. Les œdèmes de type mécanique, parce qu'il y a une diminution. C'est comme l'œdème qui accompagne le syndrome néphrotique. C'est des œdèmes qui sont blancs, qui sont indolores, qui gardent bien le godet. Blanc, indolore, mou. Voilà. Donc les œdèmes dans le kwashiorkor, ils gardent bien cette trace de godet.
Voici les troubles cutanés et bien sûr les complications. On peut avoir de l'immunodépression, on peut avoir la défaillance musculaire, on peut avoir l'altération des fonctions intellectuelles, on peut avoir des neuropathies périphériques qui est due au déficit de certains éléments essentiels pour le fonctionnement des neurones, et même on peut avoir une ostéomalacie. Donc bien sûr, je vous ai dit que la malnutrition protéo-énergétique, elle ne s'installe pas seule. Sûrement qu'il y a une étiologie de cette malnutrition protéo-énergétique. On ne peut pas dire que c'est une malnutrition protéo-énergétique idiopathique, c'est-à-dire sans cause identifiée. Sûrement la cause, elle est là. La cause, elle peut être une consommation d'aliments insuffisante, je vous ai dit, c'est la cause la plus fréquente dans les pays pauvres. On peut avoir une anomalie de la digestion des aliments, une anomalie de l'absorption des aliments quelconque, comme la maladie cœliaque ou autre, une perte excessive ou une augmentation des besoins comme les pathologies infectieuses, inflammatoires et tumorales, on a augmentation des besoins, toute maladie hépatique, neurologique, rénale, métabolique ou endocrinienne peut causer cette malnutrition protéo-énergétique. Très bien. Pour la prise en charge, bien sûr, la prise en charge proprement dite des malnutritions protéo-énergétiques et bien sûr rechercher et traiter bien sûr l'étiologie. Il faut traiter l'étiologie. Quand l'étiologie c'est un défaut d'apport, il faut que les apports soient plus riches et plus quotidiennes. Quand l'étiologie de la malnutrition protéo-énergétique c'est une maladie quelconque, il faut traiter cette maladie qui est l'étiologie de la malnutrition. Bien sûr, quels sont les critères d'admission d'un enfant malnutri? Il y a certains critères, parce que c'est pas logique que sera l'admission de tous les enfants ou les nourrissons qui présentent une dénutrition. Il y a certains critères. Les critères, c'est les nourrissons qui ont l'âge moins de 6 mois ou moins de 3,5 kg, qui présentent une maladie grave ou qui ne mangent pas bien, ou un enfant de 6 à 59 mois dont le poids sur la taille normalement est inférieur à 2 pourcentiers. Pour la population de référence, bien sûr, l'hospitalisation de la mère avec son enfant est impératif. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est les étapes de la prise en charge. Il faut savoir qu'il y a 2 étapes de cette prise en charge de la dénutrition. Il y a une phase initiale ou de rééquilibration, c'est-à-dire c'est une phase pour permettre l'équilibre des différents nutriments dans l'organisme de l'enfant. Donc on doit corriger toutes les anomalies médicales initiales, métaboliques, infectieuses, etc. C'est le traitement de l'étiologie, mais de supplémenter aussi l'enfant avec les choses qui le manquent. La deuxième phase, c'est la phase de récupération plus longue, c'est-à-dire que l'enfant est supplémenté dans certains nutriments, il va récupérer un petit peu son poids perdu. D'accord? Et bien sûr, entreprendre dans cette phase une réalimentation progressive dès l'admission. Bien sûr, s'il y a l'hypoglycémie, on doit la traiter. S'il y a l'hypothermie, on doit la traiter. S'il y a la déshydratation, on doit la traiter. S'il y a une infection quelconque, elle doit être traitée par l'antibiotique s'il y a l'indication. On doit corriger les carences dans les différents micronutriments, s'il y a une carence en vitamine D, en fer, etc. D'accord? Très bien. Bien sûr, si le nourrisson est sous alimentation lactée exclusive, c'est-à-dire qu'il n'est pas diversifié, c'est-à-dire qu'il est sous alimentation lactée seulement, là, il faut supplémenter la mère pour stimuler la lactation et bien sûr, encourager bien sûr l'allaitement maternel toujours qu'en base de réalimentation parce que ça contient tous les aliments nécessaires, tous les éléments nécessaires à l'enfant et bien sûr la mise au sein du nourrisson le plus souvent possible. Pour les nourrissons sous alimentation diversifiée, c'est-à-dire ils sont diversifiés, ils mangent des soupes, etc., maintenir l'allaitement maternel et privilégier l'alimentation liquide avec des repas diversifiés et bien sûr fractionnés tout au long de la journée. Voilà pour la ration et la quantité. Donc, la réalimentation, il faut la débuter avec les calories
à la dose, il faut apprendre ces chiffres. Les calories de 60 à 80 kilocalories par kilo par jour. Les protéines de 1,5 jusqu'à 2 grammes par kilo par jour. Et l'eau de 60 à 80 millilitres par kilo par jour. Bien sûr, ce sont des règles à respecter lors de la première phase, c'est-à-dire la phase de rééquilibration. 1. Il faut alimenter l'enfant toutes les 2 heures en commençant immédiatement ou si nécessaire après réhydratation si l'enfant présente une déshydratation. 2. Il faut toujours poursuivre l'alimentation tout au long de la journée et de la nuit. Et bien sûr, réchauffer l'enfant parce qu'il y a un risque d'hypothermie, etc. Le maintenir au sec et éviter de le surexposer, examen médical prolongé, etc. Parce qu'il y a toujours un risque d'hypothermie. Bien sûr, il y a des règles à respecter lors de la rééquilibration. Des règles à respecter sur cette même phase, d'accord? La première phase de rééquilibration, ne pas utiliser la voie intraveineuse pour réhydrater, sauf dans le cas d'état de choc ou même alors l'employer avec précaution, en perfusant lentement pour éviter d'engorger la circulation et de surcharger le cœur. D'accord? Il faut privilégier la voie entérale. D'accord? Je vous ai dit que ces enfants présentent un déficit en potassium, hypocalémie, et donc il faut absolument le supplémenter en potassium à la dose de 3 à 4, et bien vous allez trouver dans le QCM 5 millimoles par kilo par jour. On peut les supplémenter aussi en magnésium 0,4 à 0,6 millimoles par kilo par jour. Et bien sûr, s'il y a une recherche d'un foyer infectieux, donc l'antibiothérapie, elle n'est pas systématique, vous comprenez. S'il y a un foyer infectieux décélable, par exemple un foyer urinaire, un foyer ORL, etc., un foyer pulmonaire, on peut les traiter avec une antibiothérapie. Bien sûr, la nutrition parentérale elle est privilégiée à la nutrition parentérale. Donc si l'enfant il peut manger, la nutrition parentérale elle est privilégiée. Si l'enfant il ne peut pas s'alimenter ou il y a un problème, là on peut utiliser la nutrition parentérale. D'accord? Très bien. Bien sûr, on doit corriger les carences en micronutriments donnés chaque jour pendant au moins 2 semaines, les carences en acide folique, les carences en zinc, les carences en cuivre et les carences surtout en fer. Voilà. Le fer 3 mg par kilo par jour, mais seulement lorsque l'enfant commencera à prendre du poids quand on le supplémente en fer. Bien sûr, la surveillance, elle est clinique en ce qui concerne la température, surtout le poids, mais généralement le poids, il prend du temps pour se normaliser. La fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la conscience, la diurèse, le transit, les vomissements, la quantité proposée et le périmètre brachial. Pour la biologie, on doit surveiller le taux de protéines, glycémie et monogramme. Bien sûr, pour la deuxième phase qu'on appelle la phase de récupération, son but c'est quoi? C'est d'atteindre la croissance de rattrapage, c'est-à-dire c'est toujours maintenir les résultats qui sont obtenus par la première phase et assurer des apports très élevés et un gain pondéral rapide. D'accord? Donc pour cela, vous remarquez qu'on a augmenté le besoin en calories et les besoins en protéines dans cette phase. Les besoins en calories passent de 60 à 150 à 220 kilocalories par jour et les protéines passent de 1,5 à 4 à 6 grammes de protéines par kilo par jour. Donc vous comprenez qu'on doit doubler, ou c'est pas doubler, c'est augmenter les éléments de supplémentation, mais retenez que le potassium est donné en grande quantité d'emblée. C'est le seul aliment, c'est le seul élément où il est donné avec une grande quantité d'emblée dans la première phase, parce que le risque d'hypocalémie est très important et l'hypocalémie est peut-être mortelle. Très bien. Bien sûr, il y a certains cas où il n'y a pas de réponse au traitement. S'il y a une mauvaise application de ce protocole quelconque, où l'enfant n'aime pas les aliments qui sont proposés. Voilà.
Bien sûr, pour suivre l'enfant, c'est des consultations régulières, conseils hygiéno-diététiques. Et pour la prévention, on doit promouvoir l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois. Et bien sûr, après 6 mois, on doit diversifier avec d'autres éléments, mais garder l'allaitement maternel jusqu'à 2 ans, donc 24 mois de vie. Et bien sûr, encourager une alimentation variée et fréquente pour les enfants à partir du 6e mois pour qu'ils ne développent pas une dénutrition. Immuniser par la vaccination, diversification correcte, dépistage précoce de troubles de la croissance. Bien sûr, comme conclusion, la dénutrition est délétère par ses conséquences fonctionnelles et structurelles. Elle peut être mortelle. On doit dépister, on doit prévenir cette dénutrition. Et bien sûr, la prise en charge doit être adaptée à chaque enfant. Bien sûr, je vous ai dit que le kwashiorkor, c'est les éléments les plus importants à retenir. Le kwashiorkor est un déficit essentiellement protéique. Le marasme est un déficit essentiellement énergétique. Le traitement passe par 2 phases. Une de rééquilibration et 2 par une phase de soutien, ce qu'on a fait dans la première phase. Les paramètres en ce qui concerne l'eau, les calories et les protéines sont à retenir, les chiffres. Et bien sûr, mettez un petit like. Si vous avez des questions, laissez-les en barre de commentaires. Et bien sûr, à la prochaine.